Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cet événement à Téchel qui pour la première fois se tient entièrement à distance. Nous n'avons pas la possibilité de vous accueillir comme nous le faisons habituellement rue de l'Échelle, mais nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rencontre exceptionnelle avec Enrique Martinez, donc le directeur général de la FNAC, qui a bien voulu nous rejoindre pour cet événement qui est consacré à un thème vraiment d'actualité, qui est celui de la transformation du commerce sous l'influence de la vente en ligne. Donc, nous avons choisi ce moment car nous présentons une étude qui vient d'être réalisée par l'autorité de la concurrence, qui vise à présenter toutes les transformations qu'a connues le secteur du commerce du fait de la vente en ligne, bien évidemment en prenant en compte la dimension concurrentielle, la façon dont l'autorité de la concurrence a analysé cette évolution, les changements qui en découlent, par exemple sur l'appréhension des marchés pertinents, mais aussi des thèmes plus nouveaux qui sont celui des pratiques des plateformes en ligne, par exemple, avec des nouvelles formes d'abus ou des comportements qui peuvent intéresser l'autorité de la concurrence. Donc, nous sommes accompagnés aujourd'hui par deux témoins qui vont réagir ou poser des questions. D'une part, Yves Puget, le responsable de la rédaction de LSA, qui est donc l'un des magazines de référence sur le secteur de la distribution, et Jacques Cressel, qui est responsable de la FCD, donc Fédération du commerce de détail, et qui chacun pourront réagir et présenter leur point de vue sur les thèmes que nous allons aborder. Donc aujourd'hui, nous allons aborder trois grands thèmes. Tout d'abord, comment le secteur de la distribution a traversé cette période particulière de la crise du Covid-19. Comment est-ce que les enseignes ont dû réagir face à la fermeture de la plupart des magasins, sauf ceux qui étaient considérés comme essentiels. Comment est-ce que la vente en ligne s'est substituée ou non aux ventes en magasin, et est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la façon dont le commerce a pu traverser cette période de plusieurs mois. Le deuxième thème que nous aborderons, c'est le thème plus général de la façon dont les enseignes réagissent à la concurrence de la vente en ligne depuis maintenant près d'une vingtaine d'années. Quelles stratégies les magasins ont-ils mis en place pour faire face à cette concurrence? Et bien sûr, nous reviendrons plus particulièrement sur l'exemple de la FNAC, qui a mis en place une stratégie dite omnicanal, donc en s'appuyant sur divers canaux de vente, et qui a aussi fait un certain nombre d'acquisitions pour adapter sa stratégie à cette nouvelle forme de concurrence. Et puis le troisième thème que nous aborderons, c'est celui de l'avenir du magasin physique. Quelle est la place que doit garder le magasin physique à l'avenir? Est-ce qu'il doit évoluer? Est-ce qu'il faut chercher des nouveaux formats, des nouvelles façons de vendre, peut-être réinventer le rôle du vendeur? Et d'une certaine façon, quelles sont les perspectives qui nous seront dictées par les attentes du consommateur sur le sens de l'acte d'achat en magasin? Et à cet égard, bien sûr, le point de vue de M. Martinez sera particulièrement intéressant. Alors, je vais commencer tout d'abord par introduire le premier thème, donc cette période assez exceptionnelle que nous venons de connaître. Donc, du jour au lendemain, la plupart des enseignes a dû fermer. Alors, sauf celles qui avaient le droit d'être ouvertes et qui ont connu une période tout à fait exceptionnelle. Et je m'adresserai notamment à M. Cressel sur ce point, puisque parmi celles qui restaient ouvertes, il y avait les enseignes alimentaires, et on a vu des choses assez peu communes en France avec les longues files d'attente devant les magasins, les difficultés d'accès, les préoccupations sanitaires qu'il fallait mettre en œuvre, et puis bien sûr les difficultés d'approvisionnement, alors que les chaînes d'approvisionnement avec le reste du monde étaient soudainement mises à l'arrêt ou fortement perturbées. Par ailleurs, il y a eu des nouveaux besoins pendant cette crise. Le télétravail, donc ça a pu susciter des nouvelles attentes des consommateurs. Donc je vais me tourner vers M. Martinez pour qu'il nous raconte un petit peu comment le groupe Fnac Darty a traversé cette période, et tout d'abord la fermeture brutale des magasins. Quelle a été la réaction des consommateurs et celle de l'enseigne? Bonjour Madame la Présidente, et bonjour à tous. Mais je suis très content d'être avec vous, partager ces moments très spéciaux pour les commerces, une période qu'on vient de vivre probablement unique dans nos vies, et probablement des plus intenses, si ce n'est pas les plus difficiles. Avant de rentrer à la crise de Covid, il ne faut pas oublier que les commerces en France, il vient de 2 années assez complexes. Donc on est rentré dans ces crises un peu affaiblies, je dis globalement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'année 2018, avec toute la crise des gilets jaunes qui a impacté les commerces physiques, et il ne faut pas oublier la grève de transport à Paris sur les Noël 2019, ils ont été des moments particulièrement complexes.
Donc, on sortait de ces périodes avec même les soldes qui avaient démarré déjà affaiblis par la grève, des soldes qui ont été aussi réduites, et on tombe effectivement sur ces crises de Covid qui a été une crise unique. Euh, Moi, j'étais interrogé énormément sur le mois de janvier sur la crise de Covid nous concernant, et les sujets étaient strictement de l'approvisionnement. C'est comment nous allons faire pour que les produits qui sont fabriqués en Chine, ils vont arriver en Europe. Et même j'ai récupéré mes notes des fin février et toute la thématique était là. Donc on était loin d'imaginer que quelques jours après, on était obligé de fermer les magasins. Bon, je peux dire que mes équipes, ils ont réagi très vite, comme la plupart des commerçants. On a pris tous les mesures nécessaires pour faire trois choses. Une, garantir un certain niveau d'opération, parce que nous sommes commerçants en ligne aussi, et nous avons des obligations de services et logistique. Donc, on a mis en place tout un plan sanitaire pour protéger la santé de nos équipes et nos clients pendant ces périodes. Donc, c'était très rapide, avec beaucoup de dialogue social, beaucoup de prises de décision, des difficultés d'approvisionnement de masques. Ça, je pense que les alimentaires, ils savent mieux que nous ça. Un deuxième niveau, c'est comment être capable de faire face à une demande qui était très forte sur les online pendant ces périodes. Il ne faut pas oublier que d'un jour à l'autre, il y avait des millions de Français qui étaient basculés en télétravail, certains en chômage, mais d'autres en télétravail. Et on a tous découvert que pour la large majorité, les sociétés, les entreprises n'étaient pas équipées, ni un réseau, ni un imprimante, ni un ordinateur. Donc tout ça, ça a été une des principales recherches fortes dans nos activités. On a dû faire face avec une activité logistique limitée et avec des contrôles de livraison très forts pour les clients, de pouvoir livrer au mieux, au plus rapidement pendant ces périodes. Donc, crise sanitaire, continuité des activités et finalement aussi faire face à un choc de liquidité énorme pour la société parce que d'un jour à l'autre, 80% de l'activité s'est remis à zéro avec tout un contrôle des soins des fonds de roulement qui tombaient sur des obligations à court terme. Donc, et ça, tout un mécanisme de soutien à la liquidité des sociétés comme la nôtre. Et j'ai encore remercié tous les pouvoirs publics et les banques qui nous ont accompagnés rapidement pour avoir été la première société des rentailles en France à avoir bénéficié de ces prêts du PSE. Donc, c'était en quelques semaines des réajustements à une nouvelle réalité. Après, on est passé sur comment ça va être la vie après les Covid pour attaquer les 11 mai. Probablement, on va en parler rapidement avec tous les contraintes des limitations d'espace, limitations des fréquences des magasins. Et avec une grande question, c'est comment va être la réaction des consommateurs une fois que les magasins ils seront réouverts. Est-ce que la peur, il va gagner à l'envie de revenir à une vie normale? Et c'est encore tôt parce que c'est quelques semaines après le confinement, mais on a découvert quand même des clients qui ont été très rassurés par les mesures sanitaires qui ont été prises dans tous nos magasins et dans l'ensemble du commerce, je pense. Et on a vu comme il y a un certain niveau de trafic qui est revenu au magasin pour redécouvrir ses services, ses contacts avec ses vendeurs. Moi, il y a deux chiffres qui m'ont fait beaucoup réfléchir ces dernières semaines sur qu'est-ce qui est arrivé à nous et aussi des chiffres qu'on écoute dans l'extérieur. Les premières, c'est que pendant ces peu semaines après le début de la crise, on a eu plus d'1 million de nouveaux clients qui ont créé un compte sur Fnac.com et Darty.com. Ça dit qu'il y a un nouveau million. Ça s'ajoutait à combien précédemment? Qui s'est ajouté aujourd'hui, il y a une dizaine de clients actifs, dont des sites qui existent depuis 20 ans. Donc, on a vu un bascule très fort des clients du physique vers le digital, des clients qui ont redécouvert, qui ont découvert pure et simplement l'activité du online. Et ça a été très fort. Et on a vu comme des clients qui étaient des clients très fidèles de Fnac et Darty, mais dans ces magasins. Et avec la crise, ils ont basculé très rapidement. Donc, il y a une porosité énorme entre les online et le physique qu'on imaginait, mais face à la preuve des fermetures de magasins, on l'a vu. Ça, c'est la première. Le deuxième chiffre qui sort, il sort de l'extérieur, probablement on pourra discuter avec Yves et Jacques, c'est des chiffres qui sortent aux États-Unis qui prévoient entre 20 et 25 000 fermetures de magasins en 2020 suite à la crise du Covid. Donc, ça veut dire que l'impact, il va avoir un double vision, c'est l'accélération de l'online
est probablement beaucoup plus fort que l'imaginé. Et certains parlent d'une pénétration qui va prendre entre 5 à 10 ans des rythmes des croissances, et à l'impact qu'il peut avoir sur les magasins physiques, dont on va compter par des milliers des fermetures des points de vente. Aujourd'hui, les points où on est, c'est que à partir du 11 mai, progressivement, on a commencé à ouvrir nos magasins. On constate, on le dit, qu'il y a des clients qui reviennent avec des prudences, moins nombreux, mais plus déterminés à trouver ces magasins, à résoudre ces problèmes, à retourner ces produits, à se renseigner sur des nouveaux achats. Il y a quand même des limitations des trafics, parce que nous devons aussi limiter le nombre de clients dans nos magasins. Donc ça limite, pour l'instant, la fréquence, surtout dans des grands magasins. Et ce qui reste encore, c'est qu'il est online. Il a gardé ses puissances pendant ces périodes. Et nous, on viendra sur le deuxième point, c'est comme un groupe comme les nôtres, il peut transformer cette pénétration forte sur l'online sur un modèle virtueux autour de l'omnicanalité, autour des magasins en ligne et de nos sites Internet. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je vais peut-être d'abord passer la parole à Jacques Ressel pour qu'il nous donne aussi le retour du commerce alimentaire qui a été alors, très fortement impacté, alors qui a pu rester ouvert, mais qui a dû faire face à la fois à des difficultés d'approvisionnement, à des demandes très fortes sur certains produits, bien sûr le gel hydroalcoolique ou les masques, mais aussi on a vu des comportements un peu de précaution avec tous les Français qui voulaient acheter de la farine, des pâtes, et donc avec des linéaires parfois vides qui devaient être remplis plusieurs fois par jour. Donc, quel retour vous pouvez faire sur cette période un peu exceptionnelle sur les sujets d'approvisionnement et d'accès aux magasins? Alors, il faut remettre le micro, pardon, Monsieur Cressel. C'est bon, si j'ai remis le micro, excusez-moi. Effectivement, sur le commerce alimentaire, ça a été l'inverse du commerce non alimentaire, où beaucoup de magasins n'ont même pas eu la chance qu'a eu Fnac Darty de pouvoir continuer à vendre, parce qu'ils avaient déjà une activité forte en ligne qui s'est développée. Certains n'ont rien fait du tout. Du côté de l'alimentaire, ça a été exactement l'inverse. Il y avait une mission de service public qui était de faire en sorte que tous les magasins restent ouverts. Et ça a été quelque chose d'assez exceptionnel, qui a conduit à suivre ça tous les jours avec le gouvernement. On suivait 3 indicateurs: le taux d'absentéisme dans les magasins, le fonctionnement de la logistique et le taux d'absentéisme dans les entrepôts, et le taux de service, c'est-à-dire en gros les produits commandés, savoir s'ils arrivaient ou pas. Et il y a eu un moment où, très franchement, pendant un week-end, on a fait des plans de continuité d'activité, parce qu'on s'est dit début avril que ça allait pas tenir, et ça a fini par tenir. Et pour rejoindre rapidement ce qui a été dit à l'instant, ce qui est très frappant, c'est que le e-commerce alimentaire a pris son envol à cette occasion-là. On est passé de 6% de part de marché à 10%, et en fait, la croissance des ventes s'est essentiellement faite sur les drives, sur la livraison, avec d'ailleurs des vraies difficultés globales. Bon, tout le reste a été compliqué à mettre en œuvre dans les magasins, mais finalement, c'est remarquablement passé, et tous les remerciements qui ont été adressés par les pouvoirs publics à la deuxième ligne sont plus que mérités. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir le format Drive dont on attendait beaucoup depuis plusieurs années, un éventuel démarrage, et là qui a vraiment trouvé sa place. Et un autre phénomène intéressant, il m'a semblé, c'était celui des circuits courts d'approvisionnement avec des maraîchers ou des agriculteurs qui ont réussi parfois à mettre en place en très peu de temps des circuits de distribution locaux et qui répondaient à une forte attente du consommateur. Monsieur Puget, une réaction peut-être sur cette période particulière que nous venons de traverser? Oui, j'avais surtout une question pour Enrique. La Fnac Darty, vous êtes présent dans plusieurs pays. Comment vous avez vécu ça dans les autres pays, et quel regard vous avez face à l'aide du gouvernement français face au comportement des autres gouvernements? Est-ce que le gouvernement français a bien répondu à vos attentes, mieux ou moins bien que dans d'autres pays? Dans tous les pays, les ripostes à la pandémie ont été très similaires.
et à peu près similaire aussi dans les calendriers. Donc, on a assisté à peu près avec l'Espagne qui a démarré un jour avant et la Belgique, la Suisse qui était très similaire à la France. Je dirais avec l'exception du Pays-Bas où, comme vous savez, ils ont une stratégie des confinements intelligents. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réellement arrêté ni l'économie ni le commerce. D'ailleurs, notre filiale aux Pays-Bas, il a toujours gardé une activité online et physique pendant cette période. Mais je pense que les conditions sanitaires étaient différentes. Ce qui concerne la France, je pense que le gouvernement français y a pris l'an d'avant sur la rapidité et la puissance des mesures qu'il a mis à disposition des entreprises pour garantir la liquidité et la pérennité. Je pense qu'il y a deux qui sont symboliques. On a parlé du prêt à partir de la BPI, même à partir de séries des grandes tailles. J'ai entendu ce matin qu'il y a plus de 5 milliards d'euros qui ont été distribués, qui ont été accordés pendant ces périodes. Mais je pense que la plus importante, c'est la mesure des chômages partiels, avec les niveaux des soutiens que le gouvernement français a donné aux employés, qui a permis encore aujourd'hui à avoir des nombres de sociétés qui ont pu bénéficier de ce soutien. Donc je dirais que ce que j'ai qualifié la réponse sur l'ampleur et la rapidité du gouvernement français, parce que j'ai connu autour de nous, je pense qu'elle était des très grands niveaux. Alors, j'ai une question peut-être à la fois pour Enrique Martinez et pour Monsieur Cressel. Finalement, le commerce en ligne a joué un rôle de substitution majeur pour toutes les enseignes qui étaient fermées. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui si ont plus tiré leur épingle du jeu les pure players, les sites spécialisés du type Amazon, ou bien les enseignes qui sont qui sont omnicanales comme Fnac Darty ou comme les grandes chaînes d'habillement ou autres qui généralement ont développé une activité de vente en ligne. Alors, est-ce que vous avez une vision là-dessus? Ma vision, c'est que les commerçants, dites brick-and-mortar, on a fait des croissances très fortes sur Internet. Mais on a eu la décroissance totale de nos parcs de magasins. Donc, ça veut dire on a fait une énorme performance online au-delà de nos historiques pour à peine compenser la moitié, dans les meilleurs des cas, de l'activité totale. Les pure players, ils ont pu faire la croissance sur la croissance. Ça veut dire qu'effectivement, quand on regarde qui a été les grands gagnants de la crise sanitaire du point de vue du commerce. Bon, on a parlé des supermarchés qui ont pu garder l'activité tout produit pendant la période, ils ont fait un vrai service au public. Et puis les e-commerçants purs qui ont pu garder la totalité de son activité et ils ont bénéficié de l'embolée de l'e-commerce. Pour les autres, et comme l'a dit Jacques, en fait, c'est très difficile d'improviser un métier d'e-commerçant. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir une marque, il faut avoir la marque, la plateforme technique, logistique, la capacité à préparer, à avoir des stocks, à livrer. On a vu, même un groupe comme les nôtres qui est dimensionné pour des périodes de vente très fortes comme les Black Friday ou Sold, on a vu qu'on a mis les systèmes sous tension très forts pendant les derniers 2 mois. Donc je comprends que pour beaucoup de commerçants, des petites ou moyennes tailles, ces défis étaient impossibles et par beaucoup, ils ont même dû lâcher et arrêter l'activité même e-commerçant pendant la période. Merci. Alors peut-être un dernier aspect sur cette période liée à la crise du Covid, c'était le développement du télétravail, donc y compris, j'imagine, dans les enseignes comme la Fnac. Alors, on a vu se développer pour beaucoup de Français la nécessité de s'équiper à la maison. Donc, comme vous le rappeliez, tout le monde n'avait pas forcément un ordinateur ou bien il fallait partager l'ordinateur avec son conjoint ou ses enfants, acheter peut-être des imprimantes. Est-ce que plus profondément, vous voyez déjà une tendance à ce que le télétravail prenne une part plus importante dans le mode de travail des Français et donc générant des nouveaux besoins, voire une nouvelle répartition géographique? Donc là, peut-être une question pour vous-même et pour M. Cressel, s'il a un avis là-dessus. Moi, je pense qu'on est loin de connaître les conséquences finales, mais je pense que pendant plusieurs mois, on va assister à un recours au télétravail plus important. Nous avons interrogé nos collaborateurs du siège sur son souhait de continuer et sous quel rythme de télétravail. Et une large majorité, ils souhaitent au moins garder entre 2 et 3 jours par semaine en télétravail, même si nous avons des bonnes conditions de travail dans nos sièges, etc. Je comprends que ce type de mouvement, il est assez global. Et autant qu'il y a des restrictions fortes sur les circulations, sur le distanciement, et ça, on se projette peut-être jusqu'à septembre, voire la fin d'année, je pense qu'on va avoir un recours au télétravail massif, et peut-être dans la durée, quelque chose qui va être beaucoup plus important qu'avant. Je partage cet avis.
Globalement, il y a effectivement une appétence de beaucoup de salariés pour en faire un peu, mais en même temps, je crois que tout le monde a été content de revenir, pour ceux qui ont eu la chance de revenir. Et donc, on voit bien que l'entreprise, c'est quand même un corps social et qu'il est important que tout le monde y travaille. Puis, je reviens 2 secondes sur la question précédente pour dire que, à mon sens, les GAFA, les BATX sont quand même au niveau mondial parmi les très grands gagnants de la crise. Il suffit de regarder leur cours de bourse d'ailleurs pour s'en apercevoir. Merci. Alors peut-être un mot sur l'actualité qu'a eu l'autorité de la concurrence pendant cette période. Donc c'est vrai que l'actualité est restée soutenue, notamment côté concentration. Et il y a eu quelque chose qui a été fait en France, mais aussi en Europe, qui était la disponibilité des autorités de concurrence pour se prononcer sur des demandes des entreprises qui s'interrogeaient sur leur capacité à se coordonner ou à se concerter pour répondre à la situation liée à la crise du Covid. Donc ça, c'était quelque chose d'assez inhabituel, y compris avec des pratiques dites de lettres de confort qui ont été délivrées par la Commission européenne ou par d'autres autorités. Et dans le cas de l'autorité française, par exemple, nous avons été saisis par un syndicat professionnel qui s'interrogeait sur la possibilité qu'il avait de discuter avec les bailleurs de façon coordonnée à l'échelle de la profession pour savoir ce qu'il allait advenir des loyers à verser ou non pendant cette crise. Donc peut-être un petit mot là-dessus. C'est vrai qu'il y avait une demande aussi de précision sur la capacité à agir en respectant le droit de la concurrence. Alors je propose qu'on passe au deuxième thème qui est celui de plus généralement la façon dont la distribution physique réagit à la vente en ligne depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, quelques chiffres. Quand on regarde le chiffre d'affaires global en France, la vente en ligne représente seulement, on pourrait dire, 10% du commerce de détail en 2019. Donc, ça sera intéressant de voir les chiffres 2020 qui seront sans doute atypiques, mais une très forte progression sur les années 2014-2018, plus 14% en moyenne de croissance par an. Donc, c'est des croissances à 2 chiffres qui sont très notables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit que il y a une certaine répartition égale entre les pure players, donc les enseignes de vente en ligne uniquement, les enseignes qui n'ont que des magasins. Donc, leur part, elle diminue dans l'économie globale. Elle est passée de 60 à 35%. Et puis, au centre, il y a les vendeurs click and mortar comme la Fnac. Ils représentaient 20% du chiffre d'affaires global en 2005, mais 35% en 2015. Donc, la part progresse. Et l'une des questions qui se pose, c'est demain, finalement, entre ces 3 groupes d'acteurs, est-ce que la progression continuera, par exemple, pour la vente en ligne et les click and mortar ou pas? On voit certains secteurs qui ont quasiment disparu du fait de la concurrence des ventes en ligne. Je pense par exemple au métier d'agence de voyage qui aujourd'hui subsiste surtout sur des formats très spécialisés. Il y a d'autres activités dont on se dit qu'elles resteront physiques. Je pense par exemple au boulanger-pâtissier. C'est pas si évident de passer à un mode en ligne parce qu'on est dans une consommation immédiate. Mais finalement, pendant longtemps, on a dit que l'alimentaire ne se prêtait pas à la vente en ligne et on a vu que pourtant le modèle du drive, par exemple, ou le modèle de la livraison pouvait avoir sa place au moins pour les courses hebdomadaires ou mensuelles. Alors, peut-être dire, parmi les thèmes sur lesquels l'étude de l'autorité de la concurrence revient, deux grands sujets, notamment tout ce qui est la façon dont l'autorité de la concurrence a évalué les marchés pertinents. Donc ça me paraît vraiment une évolution assez centrale qui a été rendue possible à l'occasion de la concentration Fnac Darty en 2016. Donc ça fait maintenant 4 ans qu'il y a eu ce rapprochement entre Fnac et Darty, puisque pour la première fois, l'autorité de la concurrence a estimé que sur le marché des produits gris et bruns, donc c'est les produits électroniques et les téléviseurs, la vente en ligne avait tellement progressé et évolué dans ses modalités que pour le consommateur, finalement, il y avait une substitution entre la vente en magasin physique et la vente en magasin en ligne. Alors ça, c'est une évolution qui a des conséquences très concrètes, puisque dès lors que l'autorité de la concurrence estime qu'il y a un même marché pertinent pour la vente en magasin et la vente en ligne, ça signifie par exemple qu'une concentration ne sera pas regardée de la même façon. Peut-être qu'un rachat qui n'aurait pas été possible parce qu'il aurait créé une position dominante ou trop importante peut être rendu possible, ou bien que le rachat peut se faire avec des ventes de magasins moins importantes. Donc, dans le cas de Fnac Darty, c'était l'un des enjeux concrets de savoir combien le groupe devrait revendre de magasins en fonction de cette appréciation très concrète de l'impact du rapprochement sur le marché.
Alors, on peut dire que depuis la décision Fnac Darty, l'autorité a étendu cette solution à d'autres produits. Je citerai notamment le produit des jouets. Et donc, à l'occasion d'autres concentrations, l'autorité a estimé que pour l'achat de jouets, finalement, le consommateur arbitrait entre la vente en magasin et la vente en ligne et qu'on pouvait considérer que le marché était unique. Alors, ce n'est pas une évolution générale. Il y a encore des produits pour lesquels on a considéré qu'il n'y avait pas un marché pertinent unique. Par exemple, la jardinerie, puisque, eu égard aux caractéristiques des produits, mais aussi à la façon dont les enseignes, très concrètement, évaluent la pression concurrentielle, eh bien, ces marchés font l'objet d'une appréciation distincte entre les zones de chalandise physique et la concurrence online. Alors, je voudrais maintenant demander à Enrique Martinez, peut-être avec le recul que donne cette fusion Fnac Darty, quel regard portez-vous sur la concurrence qu'exercent toujours aujourd'hui les sites de commerce en ligne? Alors, pour donner un exemple qui vient à l'esprit, Amazon, qui s'est créé comme un libraire vendant en ligne. Hein, donc, au début, c'était une origine un peu comme celle de la Fnac qui s'est développée sur les produits culturels, est aujourd'hui, d'après certains classements, la première entreprise mondiale, notamment si on se réfère à la capitalisation. Alors, est-ce que la vente en ligne, finalement, est dans une marche inéluctable et va aller vers l'élimination du magasin physique? Est-ce que c'est ça le scénario? Est-ce que vous pensez qu'on va aller sur une situation un peu équilibrée comme elle est aujourd'hui entre le fait d'aller en magasin qui aura toujours un sens et la vente en ligne qui peut être un complément ou un substitut selon les circonstances? Et comment est-ce que vous appréciez le chemin qu'a fait la Fnac, non seulement pour intégrer Darty, mais aussi pour continuer à s'adapter à cette concurrence de la vente en ligne, notamment celle des pure players? Bon, c'est un sujet passionnant que vous savez bien qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années pour effectivement créer un modèle un peu unique, celle qui intègre bien la partie online de la partie magasin. Et c'est quand même notre origine, parce que le groupe aujourd'hui compte encore plus de 1 million de mètres carrés. On parle beaucoup de l'online, mais les physiques, il fait 80% de nos chiffres. Nos éditions, il émane du fait que les e-commerce, il a démarré, je dirais, presque exclusivement dans nos catégories. C'était d'abord les livres, après les voyages, mais très vite fait les produits électroniques, tous les petits produits sont été celles qui la pénétration de l'online a été la plus rapide. Et aujourd'hui, quand je regarde mes catégories, vous parlez que l'alimentaire était autour des 6% des parts de marché, nos catégories tournent entre 25 et 30%. Donc, vous voyez qu'il y a un schéma, il y a une maturité probablement plus forte que dans d'autres secteurs. Et on a bien vu que même si c'est que 30%, quand vous regardez l'impact du online sur les totales du marché, il est beaucoup plus important. Et je vous donne un donné qui pour nous est fondamental. Les clients, à plus de 90%, préparent sa vente en ligne ou en magasin d'abord online. Donc, il y a une visite qui s'est faite sur les sites, sur les différents sites des marques, portails, recherches. Et seulement après, la décision de continuer en ligne ou aller dans les magasins, elle vient dans nos catégories produits. Ça veut dire que même si vous avez une très forte présence physique, si vous n'êtes pas soutenu par une activité online, une présence et une marque online très forte, votre capacité de subsister après, elle est extrêmement limitée. Donc l'impact de l'en-ligne, c'est pour ça que nous, quelque part, on va un peu plus loin où est-ce que vous avez été sur considérer l'influence des marchés des online. On pense même qu'aujourd'hui, on est presque à pouvoir se dire qu'on parle d'un seul marché. Un seul marché et que dans les moments que les magasins sont fermés, on a fait l'épreuve de la porosité, la capacité de bascule immédiat du physique à online pendant ces périodes. Face à ça, les groupes, ils n'avaient pas beaucoup de choix parce qu'un groupe comme les nôtres, il n'a pas les moyens de faire face à la concurrence des pure players avec les mêmes armes. On n'est pas à la même taille, on n'a pas la même capacité d'investissement. Il faut savoir que par la première fois, un acteur est capable de dominer les marchés mondiaux d'une activité comme Amazon l'a fait. Et il l'est fait avec des moyens qui ne sont pas à disposition des personnes d'autres. Qu'on vous dise qu'en Europe, un acteur comme cela, pour pénétrer l'online, est capable de perdre des centaines de millions d'euros année après année pour conquérir des nouveaux clients, sont des choses que des groupes comme les nôtres, dans la vieille économie, voilà, les vieilles économies qui se modernisent, il n'a pas accès. Donc, il a fallu trouver un modèle alternatif à cela pour pouvoir défendre en complémentarité entre magasins et online, mais avec un modèle de service et de qualité et d'expertise différents pour pouvoir proposer aux clients
des choses qui sont différentes à celles que les pure online proposent aujourd'hui. Ça présente une énorme difficulté. C'est que les modèles économiques du passé, il existait. Je pense que tout le monde avait créé des modèles, les supermarchés, les spécialistes avaient une certaine économie qui était stabilisée. Aujourd'hui, on part tous dans une aventure où les modèles du passé n'existaient plus. Les modèles du online, il n'a jamais fait ses preuves de rentabilité. Donc, on sait très bien que c'est un modèle de transition pour conquérir un certain niveau de parts de marché et à partir de là créer un nouvel modèle. Et les modèles des omnichannel comme les nôtres, il est entre les deux, sous forte pression, mais c'est le seul qu'aujourd'hui, il peut proposer aux clients une continuité de service et en ayant une espèce de viabilité économique à terme. Donc, notre regard, c'est qu'on est loin d'y connaître l'étape d'après. On sait que les online, il est très attractif pour les consommateurs, mais il est très cher. Si on mettrait les vrais coûts dans l'activité online, et je pense que l'expérience des alimentaires pendant la période de la crise, il viendra confirmer que les attentes des clients sur les services online, il est très loin de sa capacité à payer pour ces services. Et aujourd'hui, si on mettrait tout ça à un certain logique économique, on verrait bien qu'on pourrait avoir un équilibre beaucoup plus sain entre les online et les magasins physiques. Il ne faut pas oublier, et peut-être on pourra entendre Jacques et Yves, c'est que les hypermarchés, qui ont dit qu'aujourd'hui tout le monde dit qu'ils sont morts, c'est quand même un réseau qui a créé une capacité massive de distribuer des produits à bas coût, ce qui a permis de gagner des pouvoirs d'achat aux consommateurs. Online, aujourd'hui, il a fait une chose qui est extraordinaire, c'est proposer des prix à bas coût, mais avec des coûts de distribution très importants. Et ça, c'est une équation économique qui, dans la durée, ne tiendra pas. Merci. Alors, une remarque peut-être sur ces évolutions, parce qu'on a tendance à généraliser l'évolution du commerce en ligne comme quelque chose d'inéluctable. Mais ce qui est assez frappant dans les chiffres qu'on rappelle dans notre étude, c'est de voir les différences qui persistent au niveau européen sur l'adhésion au commerce en ligne. Et dans le recours au commerce en ligne, il y a vraiment une grande différence entre le nord de l'Europe, le Royaume-Uni, les pays scandinaves et les pays méditerranéens. Par exemple, Espagne, Portugal ou Grèce, où l'adhésion au e-commerce reste encore beaucoup plus faible en pourcentage. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus, puisque vous êtes présent sur plusieurs de ces pays? Je pense qu'il y a des raisons qui expliquent les retards du pays du Sud par rapport au pays de l'Europe. D'abord, il y avait un retard lié à la pénétration de la technologie, au réseau 4G, 3G à l'époque. Aujourd'hui, tout ça, c'est un peu derrière. Je pense qu'il y a un sujet des maturités et des capacités et des priorités pour ces plateformes online d'investir dans ces pays. Ça veut dire qu'un acteur comme Amazon, il ne va pas investir dans tous les pays. Il va choisir des pays qui sont une certaine taille critique pour mettre les moyens pour investir. Il sait très bien qu'il va prendre 5-10 ans pour y arriver. Et pour les pays comme Portugal, par exemple, ils sont pas pressants. Et après, il y a un autre élément qui, je pense que c'est la différence pour l'instant entre nos pays et les pays anglo-saxons, c'est que les commerces physiques, il a mieux résisté. Ça veut dire que par les talents, ou par la force des marques, ou par la fidélité de nos clients, si on compare les US avec la France, le nombre de magasins spécialisés qui ont résisté au choc du commerce est beaucoup plus important. Et probablement parce que les mouvements sont plus longs, ou probablement parce que les poids de la ville dans les commerces a été beaucoup plus important. Ça a limité la pénétration de l'online pour l'instant. Je pense qu'aussi, les consommateurs ne sont pas partout égaux. Et je pense qu'en Europe, il y a un certain attachement à nos marques, il y a une liberté de choisir nos marques qui est plus fort que dans d'autres pays, où finalement, le modèle économique, il a accéléré fortement la disparition de beaucoup de commerces. Merci. Alors, je vais me tourner vers Jacques Cressel, peut-être pour un point de vue avec d'autres types d'enseignes. Alors, s'agissant par exemple de la distribution alimentaire, il y a aussi un autre phénomène qui est celui de la remise en cause de certains modèles comme les très grands hyper et pour lesquels il y a une incertitude sur le fait de savoir s'ils répondent toujours aux attentes du consommateur. Il y a aussi des effets sur certaines filières. On voit qu'il y a des chaînes parfois dans le secteur de l'habillement ou du mobilier qui peuvent connaître des difficultés. Alors, quelle est votre réaction peut-être générale sur l'état de la concurrence aujourd'hui entre commerce de détail et commerce en ligne? D'abord, le sentiment global, c'est que l'évolution est inéluctable, et que le sujet, c'est de faire en sorte qu'on arrive à avoir une bonne combinaison
dans un système omnicanal entre des magasins qui sont essentiels pour l'avenir des villes, notamment, et puis un secteur online qui répond de plus en plus aux besoins des consommateurs. Et donc, ça renvoie très largement au problème de l'égalité des conditions de concurrence par rapport à certains acteurs essentiellement online. Je trouve que ce sujet, il se pose plus que jamais aujourd'hui, avec 3 points sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est l'effet de taille. Quand on pèse 1500 milliards de dollars en bourse, on a des capacités d'action qui sont quand même nettement supérieures à des acteurs qui pèsent quelques milliards globalement. Le deuxième élément, c'est que ce qui est frappant, c'est la différence de modèle. Quand on gagne beaucoup d'argent sur, par exemple, le cloud, au hasard, et on voit que, par exemple, Alibaba vient d'investir 28 milliards sur le cloud, que des acteurs comme Tencent viennent d'annoncer 75 milliards d'investissements dans les nouvelles technologies. Ça change complètement la donne, là aussi, et ça fait en sorte que ça permet de vendre, parfois à perte, des produits, comme c'est le cas chez un grand acteur. Et puis, dernier point qui est, je trouve, pas assez mentionné, y compris d'ailleurs, parce que les deux précédents le sont dans l'excellente analyse qui a été faite par l'autorité de la concurrence, c'est que les lois nationales sont de plus en plus en concurrence et qu'on a quand même des acteurs transnationaux qui, en permanence, optimisent non seulement la fiscalité, mais également les lois et les règles, et notamment en matière de relations commerciales ou de réglementation des données. Il y a un exemple que connaît bien Enrique Martinez sur les différences entre en matière de CNIL, par exemple, entre le Luxembourg ou la France. Ce sont des sujets complètement majeurs qui d'ailleurs renvoient très clairement à la nécessité d'une action plus forte au niveau européen, parce que le jour où il y aura déjà des règles uniques au niveau européen, ça permettra quand même d'avoir des conditions de concurrence un peu meilleures qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Cressel, pour cette remarque. C'est vrai qu'il ne faut jamais oublier l'environnement législatif et réglementaire qui est une dimension très importante. Alors, pour l'optimisation fiscale, bien évidemment, mais aussi pour d'autres sujets. C'est vrai que la réglementation des données est de plus en plus stratégique pour le développement de certaines activités de vente en ligne. Alors, ça me permet de faire une transition peut-être sur le sujet des plateformes et des ventes en ligne, qui est aussi l'un des sujets qui est abordé dans notre étude. L'autorité rappelle dans cette étude qu'il y a encore des sujets de restriction des ventes en ligne sur lesquels elle est conduite à intervenir. Alors, pour donner certains exemples récents, il y a encore des fabricants ou des enseignes qui tentent parfois d'imposer des prix de revente en ligne, ce qui n'est pas possible. Donc ça, c'est finalement des types d'infractions assez classiques, mais qui trouvent leur pendant en ligne. Mais on voit aussi dans certains secteurs des restrictions, voire des interdictions à la vente en ligne, donc qui peuvent nous conduire à intervenir, puisque du point de vue de l'autorité de la concurrence, la vente en ligne en elle-même est souvent un moteur de concurrence extrêmement positif, parce qu'elle permet aux consommateurs d'avoir accès à un vaste choix et avoir des données précises sur les produits ou sur les prix. Donc, pour donner référence à une décision qui avait fait pas mal de bruit, qui concernait des motoculteurs, donc produits par l'entreprise Stihl, et pour lesquels nous avions considéré que certaines limites à la vente en ligne étaient équivalentes à une forme d'interdiction à la vente en ligne, ce pourquoi nous sommes intervenus. Alors, il y a une autre thématique qui est celle des plateformes, et qui peuvent, lorsqu'elles sont en position dominante, être qualifiées d'abus. Donc, il y a plusieurs sujets qui sont aujourd'hui en cours d'étude, que ce soit à l'autorité de la concurrence ou à la Commission européenne. Alors, pour citer une affaire qui suscite beaucoup d'intérêt, par exemple, celui d'Amazon vis-à-vis de la marketplace, et donc la façon dont Amazon utilise des données de ses revendeurs sur la marketplace pour traiter ses propres ventes et pour savoir s'il s'agit là d'une pratique qui serait contraire au droit de la concurrence. Et il y a aussi plusieurs projets qui sont sur la table qui concernent le secteur de la vente en ligne. Alors, j'en mentionnerai deux. Donc, toute la refonte de la directive e-commerce et le Digital Services Act qui a été ouvert par la Commission européenne dans ses annonces d'il y a quelques jours. Des projets qui sont sur la table de régulation des plateformes sur différents thèmes très larges, par exemple l'accès à certaines données, le fait de savoir s'il faut réguler les conditions d'accès à certaines plateformes comme la marketplace, et puis aussi
des propositions qui ont été faites d'un nouvel outil en matière de concurrence au niveau européen. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table. Alors, peut-être une question à Enrique Martinez. Est-ce que sur le point de vue de la réglementation et d'une réglementation spécifique aux plateformes, vous attendez des choses? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des sujets qui doivent être traités plus rapidement que d'autres? Oui, en fait, je viens rebondir complètement les paroles de Jacques. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à une mondialisation du commerce, hein, et être soumis à des règles nationales aujourd'hui nous met dans des difficultés par rapport à d'autres acteurs qui bénéficient d'une espèce de transnationalité et pour lesquels les règles ne s'appliquent pas. Ça a été évoqué, l'application de la RGPD en mai 2018, qui était quand même une volonté de la communauté européenne d'appliquer les mêmes règles pour tous les pays de l'Europe. Ça a été pour nous un échec total, et voire ça a provoqué des accélérations d'inégalités, parce que ça a mis tous les acteurs français sur des contraintes très fortes. À la limite, pourquoi pas, mais les grands acteurs qui sont soumis à des règles luxembourgeoises, avec une capacité d'imposer un modèle commercial beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sans couture. Et dans le monde du digital, il faut pas oublier qu'on est dans un scénario pour lequel les accélérations, les choses vont très vite. En fait, quand vous perdez la main sur votre capacité à renouveler vos bases, ou à l'activer, à l'optimiser, et face à vous, vous avez quelqu'un qui peut le faire, en très peu de temps, vous pouvez vous trouver avec 90% de votre base client non optimisable. Donc, il faut un énorme effort pour les faire. Si tout le monde n'est pas dans la même condition, c'est complexe. Et l'autre élément, et c'est une réflexion qu'on a fait pendant la période où Amazon a fermé ses plateformes et d'une manière un peu magique, mystérieuse, il a pu livrer tous ses clients à travers ces autres plateformes de l'Europe. Une réflexion quand même, c'est qu'en France, il y a des règles, des relations commerciales sur les fixations des délais de paiement qui impliquent des limites très fortes, hein, qui s'appliquent pour toutes les industries, même pour celles du commerce non spécialisé, pour lesquelles parfois on prend des niveaux de stock pour faire face à une demande et une offre très large de plus de 100 jours. Et vous savez qu'en France, on est limité à des délais de paiement courts. Bah bien, ces plateformes qui sont installées en dehors de la France et qui peuvent livrer les consommateurs français de la même manière, et parfois ils se font approvisionner pour des commerçants français ou mondiaux, peu importe, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Et chaque fois on avance par exemple sur les contrôles de la TVA des plateformes marketplace sur lesquelles on va venir. On a travaillé beaucoup avec le gouvernement français pour imposer ces règles, je pense, un règle d'or de contrôler la vraie application de la TVA pour les transactions faites par les plateformes basées en France. Mais encore une fois, s'il y a une plateforme qui est installée en Italie, en Suisse ou en Belgique, comment on va contrôler que ces produits vont être vendus en France et que la TVA va être collectée d'une manière correcte? Donc, il y a énormément des difficultés à vérifier que les règles de la concurrence s'appliquent d'une manière correcte sur Internet. Et je dirais que quand Internet représentait 5-10% de l'activité totale, c'était un sujet important mais mineur. Dans le monde post-Covid, où Internet a pris une énorme ampleur, c'est complètement impossible de garder un équilibre aussi important. Donc, je comprends que vous estimez que l'espace numérique européen n'est pas suffisamment harmonisé ou que certains peuvent optimiser des régimes plus favorables dans d'autres États de l'Union. Et vous pensez que la réponse, elle est plutôt dans une mise en œuvre plus harmonisée, par exemple, du RGPD, ou dans de nouvelles règles qui viendraient justement remédier à ces espaces réglementaires trop importants? Honnêtement, on a trop attendu à avoir une espèce d'accord au niveau des pays européens sur la fiscalité et sur les sujets du respect de l'utilisation des données. Les moments devenus de l'action, et même que pour les taxations, la France a pris l'initiative de ne pas attendre trop et mettre quand même une initiative locale. Je pense pour les autres éléments d'inégalité, c'est le moment que chaque pays fasse respecter la loi qui s'applique dans son territoire. À défaut de ça, il faut accepter une totale libéralisation du commerce, plus appliquée à des règles, et même pour les acteurs qui sont en local, être aussi possible d'agir avec la même liberté que les plateformes qui sont basées à Luxembourg, en Irlande, etc. La contradiction, c'est qu'aujourd'hui, il est presque contrainte et très pénalisant pour un acteur qui est basé en France, qui respecte les lois, de continuer à se projeter avec toute la pression de ces modèles en restant dans ce territoire. Donc on aurait pu se poser la question, un groupe comme les nôtres,
qui est un groupe public, qui a des actionnaires, c'est délocaliser son activité online, de l'installer dans un autre pays et pouvoir jouer avec les mêmes armes avec des acteurs qui sont installés là-bas. Ce n'est pas les choix d'un groupe comme les nôtres qui est responsable, qui est très s'installer dans les territoires, mais on peut très bien se dire que si ces inégalités ne se limitent pas, on peut très bien assister à une délocalisation très forte du commerce de demain en dehors de nos pays. Merci, Monsieur Cressel. Yves Puget, une réaction? Oui, je trouve ce qui est important, ce qu'il vient de dire, ce qui vient de se dire, parce qu'on parle souvent de l'égalité vis-à-vis des taxes et des impôts, ce qui est bien, ce qui est nécessaire, mais pas assez souvent de l'égalité vis-à-vis des pratiques métiers. Et effectivement, les délais de paiement, la loi sur les déréférencements, l'abus de position dominante, l'abus de dépendance, etc. Et e-commerce, magasin, il y a toutes les pratiques métiers qui demandent aussi à être travaillées et pas uniquement la question des taxes et des impôts. Jacques Cressel? Oui, simplement pour compléter, c'est d'autant plus important que, comme l'expliquait Enrique Martinez au début de son intervention, le commerce se retrouve dans une situation très difficile en sortie de crise et qu'il y a un risque très fort de disparition d'enseignes publiques. On a vu déjà dans le domaine de l'habillement et on sait bien que ça va être très compliqué dans le monde entier. Donc, c'est le moment ou jamais de passer effectivement à l'action et de mettre en place des règles, au moins au niveau européen, qui soient harmonisées. On parle de marché intérieur, le moins qu'on puisse dire, c'est que sur un certain nombre de ces sujets-là, ça n'est pas complètement harmonisé. Merci beaucoup. Alors, je vous propose à présent de passer au troisième et dernier thème, qui est celui de l'avenir du magasin physique. On a vu pendant un certain temps, le débat se faisait sur le nouveau consommateur qui venait en magasin pour faire du showroom, regarder les produits, interroger les vendeurs et puis finalement acheter en ligne, parfois quasiment depuis son smartphone devant le vendeur. Et ça, on imagine que ce n'était pas forcément agréable s'il achetait sur une autre enseigne. Donc ça, c'était l'une des interrogations qui était est-ce que les magasins vont devenir simplement un lieu où on se promène pour regarder les produits, mais finalement on achète ailleurs, ce qui est une vraie interrogation pour l'enseigne qui investit dans des mètres carrés, dans des vendeurs. On a vu aussi des initiatives assez nombreuses qui vont dans différentes directions. Alors certaines qui touchent au format du magasin avec le développement de corner ou de shop-in-shop, d'autres enseignes qui viennent un peu essaimer à l'intérieur d'une enseigne principale. Je crois que j'ai vu à la Fnac des corners Google présentant les produits. On a vu des corners Darty au sein des magasins Fnac. Donc, différentes tentatives de ce type pour avoir finalement dans une même enseigne plusieurs choix offerts aux clients. Il y a aussi beaucoup d'initiatives et de réflexions sur le processus de vente. Donc, enrichir le processus de vente parfois avec des applications dédiées sur le smartphone qui sont utilisées en magasin, parfois avec des vendeurs équipés de tablettes qui peuvent faire des choses un petit peu plus sophistiquées que juste vérifier que le produit est bien disponible en rayon. Alors, peut-être pouvez-vous nous présenter votre réflexion là-dessus? Est-ce qu'il faut, par exemple, investir à nouveau dans l'acte de vente pour développer des nouvelles pratiques de vente ou des nouveaux outils de vente? Est-ce que les sujets comme celui qui est souvent évoqué du passage à la caisse, est-ce que ça c'est encore une réflexion pour se dire comment éliminer ce passage à la caisse ou pas? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un état des lieux de vos plans d'action pour les prochains mois, prochaines années? En fait, effectivement, pour nous, la clé de notre succès, c'est pouvoir continuer à développer ces modèles d'omnicanal. Nous, on y croit profondément à la complémentarité des canaux. On pense que l'online, il apporte une simplicité à l'accès, une praticité, mais qu'il n'est pas parfait. Pour certaines transactions, soit par les plaisirs, soit pour les rassurances, la technicité, les points de vente, il joue un rôle critique, très important, et qui apporte beaucoup de valeur pour les clients, pour les clientes aussi. Je pense que ça, tout le monde est d'accord. Et ce qui est difficile, c'est de trouver un modèle économique qui soutient cette théorie. C'est comment, avec une partie de l'activité qui disparaît du magasin, vous continuez à faire tourner un modèle économique qui permet de payer les frais fixes d'un magasin. Parce que les frais du magasin, ils ne sont pas réduits avec la vente Internet. Les loyers, les frais de personnel, les charges, les impôts, les taxes, ils chargent énormément les commerces, même si l'assiette de chiffre d'affaires, il est réduit et fortement. Donc, pour nous, et je pense que pour tous les commerçants,
les secrets, c'est comment créer la valeur dans un réseau de magasins qui se soutient sur une activité Internet très fort. Et là, je pense que chaque secteur, il va trouver sa clé. Je pense qu'il y a une logique une réduction des surfaces par beaucoup, des endroits où il ne faut pas avoir autant de mètres carrés parce que finalement, le commerce, il peut être un peu plus efficace ou parce que simplement, les modèles économiques ne soutiennent pas une surface aussi grande. Travailler beaucoup l'expérience, travailler des choses qui sur Internet ne fonctionnent pas, qui fonctionnent très mal. Tout ce qui est relationnel, tout ce qui est serviciel sur Internet est complexe encore. Donc, les magasins, ils jouent encore pour simplifier la relation client. On s'est soutenant sur tous les outils digitaux qui sont à disposition. Vous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui, vous allez à un magasin et dans votre smartphone, vous pouvez scanner un livre, payer par vous-même votre téléphone et vous sortez des magasins. Donc ça, c'est une intégration totale de nos outils magasins et digital qui fonctionnent très bien. Mais si vous avez envie de discuter avec un libraire, qu'est-ce qu'il pense sur cet ouvrage, il est aussi à disposition. Ça, c'est un peu les modèles qui ont tient à développer. Donc la clé, c'est comment on fait évoluer les modèles économiques pour que ça puisse continuer à exister, ces complémentarités des canaux. Un des clés, vous l'avez cité, c'est beaucoup de tentatives aujourd'hui pour faire un commerce un peu plus souple sur la localisation. Toutes ces initiatives des shopping shops, des corners, il vient quelque part montrer, compléter l'offre d'un non-spécialiste par une offre d'un spécialiste avec un coût plus limité parce que l'infrastructure existe, on peut partager les frais d'exploitation et autres. Et ça permet quand même, c'est notre avis, pour les clients de cet hypermarché, pour ne pas citer d'autres, d'avoir accès à une offre beaucoup plus large, beaucoup plus riche que l'hypermarché par lui-même, il peut faire. Donc ça, c'est toutes ces logiques qui se développent avec des initiatives en cours dans beaucoup des groupes en France et à l'étranger. Il y a aussi un autre type d'initiative, c'est des espaces éphémères. C'est-à-dire que finalement, avoir autant de mètres carrés pendant toute l'année pour tous les commerces, c'est probablement de moins en moins viable pour certaines catégories de produits. Il faut trouver la capacité d'être présente, je vous dis ce qu'on appelle les pop-up stores, des magasins éphémères, dans des endroits où les commerces ils réalisent en des périodes critiques et avoir l'espace, et par contre limiter les coûts des structures dans l'année. Donc ça sont des choses que je pense qu'on va voir émerger de plus en plus dans les futurs. Je pense qu'il faut se battre aussi et on venait de rééquilibrer les conditions entre les conditions d'exploitation entre les e-commerce et les magasins. Je pense qu'il faut arriver à une certaine logique les e-commerçants, il doit être capable de démontrer que son modèle économique est viable parce que tout type de vente à perte dans la durée, il crée pour nous la plus grosse distorsion de la concurrence de notre temps. Et ça, à un moment donné, il faut que ça finisse et ça va donner l'espace à que les commerces puissent développer une offre de qualité avec beaucoup d'exigences, mais qui va exister en complément à celle des e-commerce. Merci. Alors, je vais compléter la question pour Jacques Cressel. On voit un paysage de la distribution qui est vraiment très contrasté avec certaines enseignes qui tirent bien leur épingle du jeu. Enfin, je pense à une enseigne espagnole d'habillement où on a vu beaucoup de files d'attente dès la réouverture des magasins, en tout cas à Paris. Donc, on sentait une appétence du consommateur à retourner dans les magasins. Et d'autres formats de magasins qui sont très fragilisés, même au-delà de la crise du Covid. Je pense notamment à tout ce qui a été fait sur les cœurs de ville et le commerce dans le centre des petites villes qui est très, très sinistré dans certaines villes. Donc, les pouvoirs publics ont essayé de faire un plan cœur de ville pour revitaliser ces commerces. Les commerces indépendants sont sans doute assez fragilisés. Et pour parler de la distribution alimentaire, il y a la réflexion que je mentionnais tout à l'heure sur les formats de magasins qui fonctionnent mieux que d'autres et certains qui arrivent à mieux maintenir leur profitabilité et les visites des consommateurs. Donc, quelle est votre réflexion sur ces évolutions des formats? Est-ce qu'il faut accélérer plus pour aller vers tel ou tel format? Est-ce que certaines filières ou certains types de magasins ont peut-être trop attendu? Quelle solution vous voyez pour ceux qui ont des difficultés actuellement? Alors, comme vous le disiez, il n'y a pas un commerce, il y a des commerces très différents, y compris d'ailleurs sur le plan des territoires. Globalement, la crise, comme souvent, elle accélère les tendances. Et donc, les secteurs qui étaient en difficulté, je pense par exemple à une grande partie de l'habillement, aujourd'hui ont encore plus de difficultés parce qu'en plus, ils ont fermé pendant 3 mois. Les plus grands hypermarchés
ont souffert de la crise, puisque les clients n'ont pas pu aller dans les magasins, et il y a eu une baisse de la fréquentation extrêmement forte. On a quand même baissé de 60% quasiment la fréquentation des hypermarchés, heureusement avec une hausse du panier moyen, mais globalement ça a été négatif. Je crois que les magasins ont un avenir, ils bougeront naturellement, ils auront évolué. Ils auront évolué en recherchant deux choses essentielles. La première, c'est le plaisir. On va dans un magasin parce que ça apporte quelque chose en plus, comme le disait Enrique Martinez à l'instant. Et deuxièmement, la notion de service qui va être essentielle. Et il faut aussi que du côté des pouvoirs publics, il y ait une vraie conscience que le commerce est un secteur stratégique, qu'il faut absolument l'aider. D'abord, aujourd'hui, on a une fiscalité qui est quand même très largement sur le commerce physique parce qu'elle est historiquement comme ça. Et le total des impôts de production pour certains magasins, c'est jusqu'à 10% de la valeur ajoutée, ce qui est absolument confiscatoire. Et il faut aussi que tout ce qui est apparu pendant la crise en matière d'omnicanalité, pour les petits magasins comme pour les grands, soit aidé. Il faut absolument qu'au niveau local comme au niveau national, il y ait des moyens qui soient mis en œuvre dans le cadre du plan de relance pour faire en sorte d'aider tous les magasins à passer à ce système omnicanal dans lequel on mixe le online et le offline. Ça me paraît tout à fait essentiel. Puis dernier point, il faut faire en sorte de s'occuper de l'évolution des emplois parce que nous sommes le premier employeur privé de France, le commerce, et il va y avoir des mutations en matière d'emploi importantes. Et ça, il faut absolument là aussi qu'il y ait une priorité dans ce domaine. Yves Puget, est-ce que vous avez une question, une réaction sur ce thème ? Oui, il est évident qu'il faudra donner plus de souplesse au commerce, des souplesses par exemple dans les ouvertures le dimanche, des souplesses dans les ouvertures nocturnes. Pour que les magasins s'en sortent, il faut leur donner cette souplesse. On a bien vu qu'il y a des possibilités de souplesse. On a accordé actuellement aux restaurants de s'étendre sur les terrasses pour qu'ils développent leur chiffre d'affaires, ce qui est très très bien. Mais j'ai envie de dire que c'est la même chose pour le commerce. Il faut leur laisser de la souplesse pour regagner des clients, que ce soit en alimentaire et non alimentaire. Et après, j'aurais une question pour Enrique. Ce qu'on dit souvent, là, on donne souvent les chiffres de l'e-commerce et du magasin. Je crois que vous avez dit 80-20 à peu près. Pour moi, c'est un faux raisonnement parce qu'il faudrait donner les chiffres de l'e-commerce, qui est de l'e-commerce pur, et les chiffres, je dirais, cross-canaux. C'est-à-dire, il y a les chiffres qui sont purs magasin et les chiffres où effectivement on commande sur Internet et on va chercher en magasin. Ou alors on va en magasin et on se fait livrer chez soi. Donc, il y a vraiment trois formes de commerce. Il y a l'e-commerce pur et dur, vous en faites. Il y a l'e-commerce magasin, vous en faites. Et il y a l'e-commerce ou le commerce où les deux sont liés. Et comment vous répartissez votre chiffre d'affaires avec ces trois secteurs ? Oui. La réalité, Yves, c'est qu'aujourd'hui, tout est lié. C'est que nous, les chiffres qu'on donne, les 20%, effectivement, on met l'accent au lieu de la transaction. C'est où est-ce que les clients il a mis sa carte de crédit. S'il a mis sur son site en ligne, on les compte en ligne, peu importe après où est-ce que les produits vont être récupérés, si c'est dans les magasins ou chez lui. Et après, s'il passe au magasin. Mais si on part du principe que les clients ils préparent en large majorité son achat sur Internet, en fait, la question se pose de manière beaucoup plus large. C'est qu'aujourd'hui, tout est... aujourd'hui, on ne parle même pas de multicanalité, on parle de one canal. Tout est complètement intégré et les clients aujourd'hui, même quand ils sont dans les magasins, ils sortent sur les smartphones pour consulter sur les sites internet de la marque, regarder les caractéristiques techniques, la disponibilité et comme je l'ai dit, même payer. Donc pour nous, les sujets, c'est même pas comment ça évolue l'un versus l'autre, c'est comment tout ça fait du sens et il permet aux clients d'avoir un accès très large avec une offre de produits et de services satisfaisante. J'avais une question complémentaire sur les nouvelles attentes du consommateur. On parle beaucoup de la dimension écologique et du consommateur qui voudrait avoir plus de possibilités de recycler ses produits ou de garder son produit plus longtemps, y compris en termes de durabilité. On voit ça aussi un petit peu dans l'habillement avec les initiatives visant à récupérer des vêtements ou d'autres types de produits. Est-ce que pour une enseigne comme la Fnac, ça peut être une dimension d'action de jouer aussi sur ce levier écologique et durabilité des produits ? Clairement. Un chiffre, Darty est les champions du monde, Darty surtout, Fnac un peu, mais Darty, au sein du groupe, il recycle plus de 50 000 tonnes
par an. Le premier recycleur des produits en matière électronique. Et donc, plus de la moitié est réqualifié, réparé, donné à des institutions et les restes, il est recyclé correctement. Et nous avons travaillé, comme toutes les marques, sur nos missions, l'impact sur la société d'une marque comme la nôtre. Il y a des aspects classiques comme réduire l'empreinte carbone des transports, de nos magasins, mais finalement, les sujets clés sur lesquels nous pouvons faire la différence, c'est réduire l'impact au recyclage et l'utilisation des produits que nous vendons. Et là, l'engagement du groupe est très fort sur la prolongation de la durée de vie des produits, avec un engagement très fort avec nos industriels de produire et garder des pièces détachées pour une durée très longue. Et on a élargi ces derniers temps des moyennes de 7 à 8 ans. Aujourd'hui, on commence à avoir des 10-12 ans. Ça veut dire que vous n'avez pas l'obligation d'échanger vos machines à laver parce qu'il n'y a plus de pièces. Si les choix des consommateurs, c'est évoluer pour un nouveau modèle plus performant, plus moderne, c'est son choix. Il ne faut pas qu'on interdise des choses, mais ça ne sera pas sous contrainte. Et ça, c'est toute la démarche des prolongations de la durée de vie des produits, la réparation, l'économie circulaire, pour lesquels un groupe comme les nôtres, il a un rôle à jouer très clair. Parce que finalement, on oublie, et ça c'est un peu des sujets sur lesquels l'e-commerce est comme limité. C'est que l'e-commerce, pour ce type des démarches responsables, des recyclages, des récupérations des produits, bah, il n'a pas fait ses preuves. Hein. C'est très transactionnel, mais finalement, vous avez besoin d'avoir une infrastructure, un acteur important. Nous avons 2000 personnes qui font de la réparation aujourd'hui en France. Donc, et tout ça, ça fait part des choses que nous utilisons pour faire que notre groupe soit un peu différent à nos concurrents, notamment en ligne, et faire valoir un modèle à fort valeur ajoutée qui justifie un modèle aussi complexe comme les nôtres. Alors je relais une question reçue par Internet qui porte sur la pression concurrentielle des acteurs chinois comme Alibaba, dont on parle souvent quand on parle des plateformes en général, mais qui n'a pas encore l'air d'être très, très présent sur des marchés français. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez ? Je pense que vous serez très surpris de la volumétrie des transactions des plateformes chinoises aujourd'hui. Et des millions de transactions, des petites transactions qui passent déjà à travers nos frontières. Il y a quelques chiffres qui ont sorti dans d'autres pays. Alibaba est déjà un des top 5 plateformes en trafic, certes sur des petits volumes, des petites transactions, des petits produits, mais sont très présentes. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'il peut avoir sur les commerces du détail des mains. Et encore une fois, sur des plateformes qui sont soumises à presque aucune règle, qui sont soumis ni aucune règle sur la vérification de la conformité des produits, ni sur la taxation, ni sur... bref. Donc tout ça, c'est un énorme défi pour les législateurs. Un des demandes, c'est comment pas interdire le commerce libre, mais imposer quand même des règles de jeu qui soient les mêmes pour tous. Merci. Alors, je relais une autre question. Pardon. Une question qui m'était adressée plus particulièrement, qui portait sur la proposition de loi du Sénat qui visait à donner à l'autorité de la concurrence des moyens renforcés pour contrôler les politiques d'acquisition des grandes plateformes structurantes. Donc voilà, ça fait partie des sujets qui sont sur la table, donc je n'ai pas d'informations particulières sur le calendrier d'examen de cette proposition de loi au Sénat qui avait été notamment portée par Madame Prima. Peut-être plus généralement sur ce sujet de l'appréhension par les autorités de concurrence de l'action des grandes plateformes, ça reste bien sûr un grand sujet pour nous. Donc nous l'abordons par différents biais. Tout d'abord par la réflexion sur les algorithmes et donc ce en quoi l'utilisation des algorithmes modifie le jeu concurrentiel. En portant aussi les propositions visant à regarder de plus près les acquisitions par des grandes plateformes, à la fois à droit constant, puisqu'on peut déjà faire un certain nombre de choses à droit constant, mais aussi en développant des nouveaux outils ou en utilisant mieux des leviers qui existent aujourd'hui au niveau européen. Et donc, nous avons vu récemment avec satisfaction voir, par exemple, l'autorité autrichienne de concurrence qui, elle aussi, a relayé une proposition que nous avions faite, qui est de pouvoir demander à la Commission européenne d'examiner des opérations de concentration sous les seuils
lorsqu'elles sont le fait des grandes plateformes, parce qu'on constate aujourd'hui que les grandes plateformes ont des politiques d'acquisition extrêmement importantes et qu'il est vraiment important que les autorités, les pouvoirs publics en général, suivent cela de plus près pour mieux comprendre leur stratégie et, le cas échéant, regarder si ces acquisitions peuvent leur donner un avantage concurrentiel qui ne serait pas ensuite réplicable par les autres acteurs. Donc, c'est vraiment pour nous un sujet très prioritaire. Et nous saluons aussi la proposition qui vient d'être faite par la Commission européenne d'envisager un nouvel outil de concurrence qui permettrait d'intervenir sur des marchés où la concurrence semblerait limitée et où les outils traditionnels du droit de la concurrence ne pourraient pas intervenir. Donc voilà, beaucoup de choses à venir, je pense, au cours des prochains mois. Donc nous en arrivons à la conclusion de cette rencontre. Alors peut-être quelques éléments qu'on peut tirer de cela, c'est que le secteur du commerce a montré une incroyable adaptabilité face à des circonstances exceptionnelles. Et on a pu voir aussi que ce secteur a été considéré comme faisant partie de la ligne de front contre le Covid, avec les personnels des enseignes de la grande distribution étant associés aux remerciements des Français. Donc c'était des choses vraiment assez peu habituelles, mais qui ont remis à l'honneur, je dirais, le magasin physique. Et pour beaucoup de Français, le fait d'aller dans son magasin physique faire ses courses, c'était finalement un lien avec la vie et la société pendant cette période très particulière où nous étions confinés chez nous. On a vu aussi que les enseignes avaient pu réagir face à tout ce qui était un peu inhabituel avec cette crise, y compris parfois les lave-vaisselle ou les lave-linges qui subissaient le fait d'une surutilisation et donc qui faisaient appel aux services après-vente des enseignes comme celle de Fnac Darty. On voit aussi que finalement, on ne sait pas encore si le secteur de la vente en ligne a de nouveaux progrès possibles devant lui. Est-ce que les habitudes qui se sont mises en place pendant la crise vont perdurer ou pas ? Ce que j'indiquais tout à l'heure sur les circuits courts, peut-être est-ce que des nouveaux acteurs vont soit se désintermédier, soit mettre en place des nouveaux circuits pour répondre aux attentes du consommateur. Et enfin, je dirais que l'année 2020-2021 va nous conduire au niveau français et surtout européen à regarder d'encore plus près les pratiques des grandes plateformes. J'indiquais tout à l'heure que l'agenda est extrêmement chargé. Entre le Digital Services Act et les initiatives de la Commission, on a vraiment un champ de possibles très important et donc chacun aura à faire entendre sa voix pour savoir quelles sont les priorités que l'Union européenne peut mettre en place pour répondre à ces défis et rétablir l'égalité des conditions de concurrence entre tous les acteurs. Alors peut-être pour terminer aussi sur quelques rendez-vous concernant l'autorité de la concurrence en 2020, nous achèverons de notre côté une étude sur les syndicats professionnels et la concurrence qui devrait aboutir après l'été. Et nous réalisons aussi cette année une étude sur le secteur des services de paiement et la façon dont il est affecté par les grandes plateformes et la transformation que cela induit pour ce service financier. Donc, il me reste à remercier très chaleureusement notre invité principal, Enrique Martinez. Donc, merci beaucoup d'être venu parmi nous et partager votre expérience liée notamment à cette crise du Covid et plus généralement à l'adaptation à la vente en ligne. Un grand merci à Jacques Cressel et à Yves Puget qui étaient avec nous à distance et qui ont permis d'élargir cet échange sur l'ensemble des activités du commerce, secteur ô combien important en France. Donc, un grand merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont regardés. J'espère que cet échange a été intéressant pour vous. Bonne journée.